2014 est sûrement l'une des années les plus chargées de l'histoire récente ukrainienne. Le président de l'époque s'est fait renverser, une partie du pays s'est fait annexer par la Russie, et la guerre a débuté. La révolution de l'Euromaïdan, c'est le point de départ de tout ça. C'est un mouvement populaire qui a changé l'avenir de l'Ukraine, qui est intimement lié à la guerre en cours, et c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour à tous, et bienvenue sur Factuel. En 2010, un nouveau président est élu en Ukraine, Viktor Yanukovych. Même s'il vient d'être élu, Yanukovych, c'est déjà une figure connue dans le pays. C'est un pro-russe, c'est-à-dire qu'il veut que l'Ukraine se rapproche de la Russie et de Poutine, et 6 ans plus tôt, il avait déjà été candidat aux élections présidentielles. D'ailleurs, il n'avait pas seulement été candidat, il avait aussi remporté ces élections. Petit problème pour lui à l'époque, tout le monde a vite compris que ces élections étaient truquées. On ne peut pas savoir exactement combien de votes sont concernés, mais pour l'opposition, ça représente la moitié de tous les suffrages, soit 15 millions. Entre des taux de participation à 127% dans certaines régions, l'utilisation d'encre éphémère pour pouvoir changer les bulletins et l'apparition de faux votants, les résultats n'ont convaincu personne. Les seuls à féliciter Yanukovych pour sa victoire en 2004, ce sont la Biélorussie et la Russie. Cette dernière a très ouvertement soutenu, financé et médiatisé la campagne de Yanukovych. On est déjà dans une logique d'affrontement entre l'Occident et la Russie en Ukraine, parce que l'opposant à Yanukovych, Viktor Yushchenko, est lui soutenu financièrement par les États-Unis et des organisations occidentales. Et avant l'annonce des résultats, Viktor Yushchenko est donné favori par les sondages avec 11 points d'avance. Quand Yanukovych est annoncé vainqueur, la fraude est trop évidente pour une partie des Ukrainiens. Ils se rassemblent pour protester, c'est le début de la révolution orange. La mobilisation dure et un nouveau tour est organisé. Yushchenko remporte 7 fois les élections, et ceux qui ont participé à la révolution orange espèrent que les choses vont enfin changer. Faut comprendre qu'en 2004, l'Ukraine, c'est un pays qui galère. Depuis son indépendance en 1991, l'économie du pays se porte mal. Le principal problème, c'est la corruption, qui est omniprésente et qui est profondément enracinée. Avec l'arrivée de Yushchenko, un président pro-américain et pro-européen, on se dit que la situation va enfin s'améliorer. Sauf que si son opposant en 2004 a été élu en 2010, c'est que pas grand-chose n'a changé entre-temps. On se retrouve donc en 2010 avec l'ex-candidat accusé de fraude au pouvoir, Viktor Yanukovych. Et encore une fois, la désillusion est totale pour les Ukrainiens. Même avec des investissements étrangers importants, la corruption reste omniprésente et l'économie flanche. En 2013, l'Ukraine est en récession à plus de 2% et la crise des subprimes lui fait très mal. Une solution pour s'en sortir, c'est de trouver des partenaires commerciaux, et pour ça, Yanukovych a le choix. D'un côté, on a la Russie. Poutine propose une alliance à l'Ukraine et il tient à ce qu'elle accepte. La Russie a beaucoup d'intérêt en Ukraine et Poutine cherche à les protéger. Mais pour une partie des Ukrainiens, c'est justement la Russie qui est responsable de leurs problèmes. Ça fait 3 ans qu'Yanukovych est au pouvoir et la situation n'a fait qu'empirer. Pour eux, la Russie refuse de laisser l'Ukraine être pleinement indépendante et c'est le modèle soviétique qui est à l'origine des problèmes de corruption. Le deuxième choix qui est laissé au président Yanukovych, c'est le choix de l'Ouest. À l'Ouest, on a l'Union européenne et l'OTAN, une alliance militaire américaine, qui cherchent toutes les deux à s'allier avec l'Ukraine. Déjà en 2004, les États-Unis avaient participé à l'organisation de la révolution orange, et ils cherchent eux aussi à installer leur influence. À côté de cet aspect militaire, c'est surtout un rapprochement économique avec l'Union européenne qui séduit beaucoup d'Ukrainiens. La transparence affichée du système européen et les règles que devrait adopter l'Ukraine en cas d'accord sont de potentielles solutions à la corruption et aux problèmes économiques du pays. Mais pour beaucoup d'autres, se rapprocher de l'Ouest, ça fait peur. L'Ukraine a une histoire très longue avec la Russie et perdre ce lien inquiète. Énormément d'Ukrainiens ont de la famille en Russie, sont russes d'origine ou sont juste russophones. Certains craignent que ce nouveau modèle européen détruise leur identité ou au moins qu'ils soient pénalisés par ce choix. Bref, c'est ce dilemme entre la Russie et l'Union européenne qui divise l'Ukraine, et en 2013, un choix est fait. Après 5 ans de négociations, l'Ukraine et l'Union européenne sont sur le point de signer leur partenariat fin novembre. Le président Yanukovych doit se rendre à Vilnius en Lituanie pour accepter officiellement l'accord le 28 et 29 novembre 2013. Et c'est là que la révolution de l'Euromaïdan va commencer. Une semaine avant la signature prévue, Yanukovych annonce qu'il refuse de signer et qu'il va accepter l'offre de la Russie. Après cette annonce, des étudiants commencent à manifester sur la place principale de Kiev, la place de l'indépendance. Ils s'opposent à la décision de Yanukovych et veulent qu'il signe l'accord avec l'Union européenne. Le rassemblement prend de l'ampleur et à partir de décembre 2013, la place est constamment occupée. Petit à petit, c'est plus un rassemblement à Maïdan, mais un mouvement de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont opposées au président. Les occupants de la place ne manifestent plus pour que Yanukovych signe l'accord, ils veulent qu'il quitte le pouvoir.
On est alors en plein hiver, il fait entre 8 et moins 23 degrés à Kiev, mais la place continue d'être occupée jusqu'à février 2014. Sur toute cette période, jusqu'à un demi-million de personnes vont participer au mouvement. Et contrairement à la révolution orange, l'Euromaïdan, c'est une révolution violente. Dès le début du rassemblement, Yanukovych essaye de faire évacuer la place, mais les occupants ne cèdent pas. Les affrontements avec la police deviennent ultra violents et fin février, Yanukovych tente une dernière fois de faire évacuer la place. Les occupants résistent à cet ultime assaut, ce qui marque la fin pour le président. Après cette dernière tentative ratée, Yanukovych est contraint de négocier avec l'opposition. Mais le 22 février, il fuit l'Ukraine pour la Russie et demande à Poutine d'envoyer l'armée russe en Ukraine pour mettre fin à l'Euromaïdan. C'est aussi important de rappeler que même s'il y a une guerre d'influence des États-Unis et de la Russie en Ukraine, la révolution de l'Euromaïdan, c'est un mouvement populaire. La propagande russe martèle que cette révolution est un putsch organisé par les États-Unis et qu'elle ne viendrait donc pas de la volonté des Ukrainiens. C'est ce discours auquel il faut faire attention parce qu'il sert de base au reste de la propagande. L'annexion de la Crimée, la guerre du Donbass et l'invasion russe de 2022. Pour en revenir au sujet, la révolution de l'Euromaïdan aura coûté la vie à 120 personnes. Après avoir fui, l'ancien président Yanukovych est accusé d'avoir détourné entre 10 et 40 millions d'euros d'argent public. Sa villa dans la banlieue de Kiev est ouverte et toute l'Ukraine découvre l'opulence dans laquelle il vivait. Il dirigeait dans une période de crise unique, mais était plongé dans des scandales de corruption. Maintenant qu'il a fui l'Ukraine, le pays se retrouve sans président et rentre dans une période assez bordélique. Un président par intérim est désigné, un nouveau gouvernement est formé, et de nouvelles élections doivent être tenues vite. Bref, le pays n'est pas super stable à ce moment-là. Ce qui est sûr pour l'Ukraine, c'est que les manifestants pro-Maïdan ont gagné, et que l'accord avec l'Union européenne va être signé. Évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde, et pour une partie des Ukrainiens, Yanukovych, même s'il est en exil en Russie, reste le seul vrai président. Pour une partie de ses soutiens, le nouveau gouvernement n'est pas légitime, et des contre-manifestations à l'Euromaïdan vont apparaître un peu partout dans le pays, surtout au sud et à l'est. Le gouvernement ukrainien réussira à calmer la situation dans la plupart des régions, sauf dans 3 d'entre elles, Lugansk, Donetsk et la Crimée. Si pour beaucoup de monde la guerre en Ukraine a commencé en février 2022, elle a en réalité commencé 8 ans plus tôt. Les régions de Lugansk et de Donetsk forment ce qu'on appelle le Donbass, et dans cette partie de l'Ukraine, c'est une guerre des tranchées qui est en cours depuis 2014. Cette guerre, elle commence juste après l'Euromaïdan, et c'est pour ça que je vous propose de voir dans le prochain épisode comment cette guerre a éclaté. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, les sources sont toutes en description. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à la prochaine sur Factuel.